La plupart des gens pensent être libres. Ils choisissent leurs mots, leurs opinions, leurs réactions. Du moins, c'est ce qu'ils croient. En réalité, quelqu'un a déjà anticipé chacune de leurs réponses. Quelqu'un connaît leurs points faibles avant même qu'ils ne le découvrent eux-mêmes. Il existe une catégorie d'êtres humains qui ne cherchent pas à te détruire par la force. Ils n'en ont pas besoin. Ils te laissent croire que tu décides, pendant qu'ils tiennent le fil. Et le plus troublant dans tout cela, ce n'est même pas qu'ils existent, c'est qu'ils te repèrent en quelques secondes. Un regard qui fuit trop vite, une envie de plaire, une peur silencieuse du conflit. À partir de là, tu deviens une carte qu'ils savent lire. Ce que tu vas découvrir dans les prochaines minutes n'est pas une théorie de développement personnel de plus. C'est un mécanisme. Un mécanisme que très peu de gens comprennent, parce qu'il touche à quelque chose que personne n'aime regarder en face. Notre propre besoin d'être aimé. Tu vas comprendre pourquoi certaines personnes semblent toujours tomber sur les mêmes profils toxiques, comme si elles portaient une marque invisible que seuls les manipulateurs savent lire. Tu vas découvrir pourquoi ce n'est ni une malchance, ni une coïncidence. Et surtout, tu vas apprendre exactement ce qu'il faut changer pour que cette marque disparaisse, définitivement. Le problème invisible. Les manipulateurs ne naissent pas par hasard. Ils sont le produit d'un environnement où la lecture des faiblesses humaines devient une compétence de survie, parfois même une arme de pouvoir. Ils existent dans les couples où l'un impose son silence comme punition, dans les familles où la culpabilité circule comme une monnaie, dans les entreprises où certains dirigeants flattent en public et écrasent en privé, dans les amitiés où une phrase anodine cache toujours un calcul, et sur les réseaux sociaux où l'attention devient une ressource que l'on extrait à coups d'images soigneusement construites. Ce qui est fascinant, c'est que ces individus n'attaquent presque jamais au hasard. Ils testent, une remarque légère, presque invisible. Ils observent la réaction. Si tu recules, si tu t'expliques, si tu cherches à te justifier, le test est réussi. Ils viennent de trouver une porte. Pense à cette scène banale, presque universelle. Un collègue te confie une tâche qui n'est pas la tienne, en glissant un « je savais que je pouvais compter sur toi ». Tu acceptes, non pas parce que tu en as envie, mais parce que refuser semblerait ingrat. 3 semaines plus tard, cette tâche fait partie de tes attributions non écrites. Personne n'a rien négocié. Le glissement s'est fait pièce par pièce, phrase après phrase. Dans une relation amoureuse, le schéma est souvent plus subtil encore. Un partenaire qui se ferme émotionnellement après chaque désaccord, sans jamais nommer sa colère, oblige l'autre à deviner, à s'excuser par anticipation, à réparer une faute qui n'a jamais été formulée clairement. Ce silence n'est pas de la tristesse. C'est une architecture de contrôle, construite sur l'inconfort que crée l'incertitude. Dans une famille, la dynamique peut durer des décennies sans que personne ne la nomme jamais. Un parent qui rappelle, à chaque désaccord, tout ce qu'il a sacrifié, transforme chaque décision de son enfant adulte en dette à rembourser. L'amour devient une facture qu'on ne finit jamais de payer. Et sur les réseaux sociaux, le même mécanisme se joue à une échelle industrielle. Des inconnus apprennent à lire tes insécurités à travers ce que tu likes, ce que tu commentes, ce que tu partages en silence. Ils ne te connaissent pas, mais ils savent exactement quelle image publier pour capter ton attention quelques secondes de plus. À l'inverse, il existe des gens face auxquels ce mécanisme s'effondre. Des gens qu'on ne peut ni faire culpabiliser, ni pousser à se justifier, ni entraîner dans un conflit qu'ils n'ont pas choisi. Ce ne sont pas nécessairement les plus forts physiquement, ni les plus intelligents. Ce sont ceux qui ont compris une chose essentielle. On ne peut manipuler que ce qui a besoin de quelque chose. La psychologie de la manipulation. Un manipulateur ne cherche pas une victime au hasard. Il cherche un besoin. Le besoin d'être aimé. Le besoin d'être approuvé. Le besoin de ne jamais décevoir. Le besoin d'éviter le conflit à tout prix. Chacun de ces besoins est une prise, un point d'ancrage sur lequel il peut exercer une pression progressive. C'est ici qu'intervient une vérité inconfortable. Vouloir être aimé de tous est une faiblesse exploitable. Non pas parce que l'amour est une faiblesse en soi, mais parce que le besoin compulsif d'approbation transforme chacune de tes décisions en négociation silencieuse avec le regard des autres. Les psychologues qui étudient la conformité sociale ont montré depuis des décennies à quel point l'être humain est prêt à ignorer sa propre perception pour éviter d'être isolé du groupe. Ce mécanisme, hérité de notre besoin ancestral d'appartenance, est exactement ce que le manipulateur exploite. Il ne crée pas la pression sociale.
Il l'active, au bon moment, sur la bonne personne. Les personnes les plus gentilles sont souvent les plus manipulées, non pas parce que la gentillesse est un défaut, mais parce qu'elle s'accompagne trop souvent d'une incapacité à dire non, sans culpabiliser. Le manipulateur ne cherche pas la cruauté chez sa cible. Il cherche la disponibilité émotionnelle sans limite. Une expérience simple, souvent citée en psychologie sociale, illustre ce mécanisme. Des participants acceptent de donner des réponses qu'ils savent fausses, simplement parce qu'un groupe autour d'eux les affirme avec assurance. Aucune menace, aucune contrainte physique, seulement la peur, presque animale, de se retrouver seul contre la vie générale. Le manipulateur individuel reproduit ce même effet à l'échelle d'une seule relation. Il devient, à lui seul, le groupe que tu ne veux pas contredire. Épictète l'avait déjà compris avant que la psychologie moderne ne lui donne un nom. Ce n'est pas ce qui nous arrive qui nous détruit, c'est le jugement que nous portons sur ce qui nous arrive. Le manipulateur ne contrôle jamais directement tes actes, il contrôle ton interprétation. Et à travers elle, il te dirige sans jamais avoir besoin de lever la voix. Les 7 signes que quelqu'un essaye de te manipuler. Premier signe, la culpabilisation silencieuse. Il ne t'accuse jamais directement. Il soupire, il change de ton, il laisse un silence trop long après ta réponse. Tu te retrouves à t'excuser pour une faute que tu n'as jamais commise. Imagine cet ami qui, chaque fois que tu déclines une invitation, répond simplement « d'accord », avec un point de suspension presque audible dans sa voix. Aucun reproche formulé. Et pourtant, tu passes la soirée à te demander si tu as mal agi. C'est efficace parce que ça évite toute confrontation directe, et donc toute possibilité pour toi de te défendre clairement. Deuxième signe, le compliment intéressé, une flatterie qui arrive juste avant une demande. Tu es tellement fiable, tellement disponible, suivi immédiatement d'un service à rendre. Un supérieur hiérarchique qui te complimente publiquement sur ton dévouement, 10 minutes avant de t'annoncer que tu travailleras ce week-end, applique exactement ce principe. Le compliment n'est pas gratuit. C'est une avance sur ce qu'il attend de toi. Troisième signe, le déplacement de la faute. Quoi qu'il arrive, la responsabilité finit toujours par retomber sur toi. Un partenaire arrive en retard à un rendez-vous important. Et pourtant, c'est toi qui te retrouves à t'excuser d'avoir mal communiqué l'heure. Il inverse les rôles avec une fluidité déconcertante, jusqu'à ce que tu te retrouves à défendre une position que tu n'as jamais prise. Quatrième signe, l'urgence artificielle. Il faut décider maintenant. Une offre commerciale, une demande d'argent, une décision relationnelle, présentée comme impossible à reporter d'une seule journée. Cette pression temporelle t'empêche de réfléchir posément. L'urgence est l'ennemi du discernement, et le manipulateur le sait parfaitement. Cinquième signe, l'information dosée. Il ne ment pas toujours ouvertement. Il choisit ce qu'il te dit, et surtout ce qu'il omet. Un ami qui te rapporte ce que tout le monde pense de toi, en ne citant que les critiques, jamais les compliments qu'il a également entendus, façonne ta perception aussi sûrement qu'un mensonge complet. Sixième signe, l'isolement progressif. Il critique doucement tes proches. Ton frère ne te comprend vraiment pas. Répété semaine après semaine, finit par créer une distance réelle. Il sème le doute sur les gens qui pourraient te conseiller objectivement. Peu à peu, il devient ta référence principale, parfois ta seule référence. Septième signe, la punition par le silence. Il se retire émotionnellement dès que tu ne réponds pas à ses attentes. Un message qui reste sans réponse pendant 2 jours, après un simple désaccord, sans explication. Ce vide, volontairement créé, te pousse à combler l'espace, à t'excuser, à revenir vers lui en position de faiblesse. Chacun de ces signes fonctionne selon le même principe, créer une tension émotionnelle que toi seul cherches à résoudre. Le manipulateur n'a rien à faire ensuite. Il attend que tu fasses le travail à sa place. Les habitudes des personnes impossibles à manipuler. Il existe des traits communs, presque universels, chez les personnes que la manipulation n'atteint jamais. Ils parlent peu, et chaque mot compte. Le manipulateur a besoin de matière pour construire ses leviers. Moins tu en donnes, moins il a de prise. Le silence n'est pas une faiblesse sociale. C'est une forme de contrôle. Ils n'expliquent pas constamment leurs décisions. Une décision qui se justifie sans cesse devient une décision qui se négocie. Une personne solide énonce et n'a pas besoin de convaincre. Ils contrôlent leurs émotions au lieu de les exposer, non pas en les supprimant, mais en refusant de les livrer en temps réel à quelqu'un qui pourrait s'en servir. Sénèque écrivait que la colère, une fois visible,
donnent à l'adversaire toutes les informations dont il a besoin pour te vaincre. Ils savent dire non sans se justifier. Un non suivi de 3 phrases d'explication est une porte entrouverte. Un non sec, sans excuse, ferme définitivement la discussion. Ils acceptent d'être détestés. C'est peut-être le trait le plus rare. Une personne qui a besoin d'être aimée de tout le monde est prévisible. Il suffit de menacer cette image pour la contrôler. Celui qui accepte de déplaire devient, par définition, incontrôlable. Ils ne cherchent pas à convaincre tout le monde. Ils exposent une position, une fois, avec clarté, puis laissent l'autre libre d'y adhérer ou non. L'obsession de convaincre est souvent un besoin de validation déguisé en argumentation. Ils deviennent imprévisibles, non pas dans leurs valeurs, qui restent stables, mais dans leurs réactions. Un manipulateur construit ses stratégies sur des schémas répétés. Face à quelqu'un d'imprévisible, ces scripts ne fonctionnent plus. Prends l'exemple de 2 hommes confrontés à la même remarque désobligeante en public. Le premier rougit, bafouille une justification, cherche l'approbation du groupe. Le second hausse simplement les épaules et change de sujet, sans donner le moindre signe que la remarque l'a atteint. Ce deuxième homme vient, sans même le savoir, de fermer une porte que le premier venait d'ouvrir en grand. Ce n'est pas une question de répartie brillante, c'est une question de non-réaction calculée, presque silencieuse, mais radicalement efficace. Chacune de ces habitudes s'apprend, aucune n'est innée. Ce sont des muscles psychologiques qui se renforcent par la pratique, souvent dans l'inconfort, avant de devenir une seconde nature. Les erreurs qui te rendent vulnérable. Certains comportements, en apparence anodins, ouvrent des portes que tu ne soupçonnes même pas. Vouloir plaire à absolument tout le monde transforme chaque interaction en examen silencieux, où ton comportement dépend du jugement supposé des autres plutôt que de tes propres principes. Tout raconter, dans le détail, à des personnes qui n'ont pas gagné cette confiance, revient à distribuer des munitions que certains n'hésiteront pas à utiliser plus tard. Répondre immédiatement à chaque sollicitation, un message, une remarque, une provocation, signale que tu n'as aucun espace de décision propre. Tu réagis, tu ne choisis pas. Chercher la validation extérieure avant de te sentir légitime dans une décision te rend dépendant du regard de celui qui saura, justement, retenir cette validation pour te maintenir sous tension. Avoir peur du conflit pousse à céder systématiquement, ce qui enseigne à ton entourage, consciemment ou non, qu'insister suffit toujours pour obtenir ce qu'il veut de toi. Et culpabiliser facilement, pour des fautes réelles ou imaginaires, offre au manipulateur le levier le plus puissant qui soit, ta propre conscience, retournée contre toi. Regarde ce qui se passe concrètement lorsqu'un homme cumule plusieurs de ses erreurs à la fois. Il reçoit un message légèrement passif-agressif. Par peur du conflit, il répond immédiatement, avec une explication détaillée de ses intentions. L'autre personne, sans l'hésitation, insiste un peu plus. Lui, cherchant à apaiser, finit par s'excuser pour quelque chose qu'il n'a même pas commis. En quelques échanges, la position de force a complètement changé de camp. Non pas parce que l'autre était plus habile, mais parce que chaque réflexe a ouvert une porte supplémentaire. Aucune de ces erreurs n'est une fatalité, ce sont des habitudes. Et une habitude, contrairement à un trait de caractère, peut être démontée pièce par pièce. Comment construire une personnalité impossible à manipuler? La première étape consiste à observer avant de réagir. Face à une sollicitation, une pression, une remarque ambiguë, prendre systématiquement un temps de silence avant de répondre. Ce silence, même de quelques secondes, brise l'automatisme émotionnel que le manipulateur cherche à provoquer. La deuxième étape consiste à réduire volontairement ce que tu partages, non par méfiance excessive envers tout le monde, mais par discipline. Chaque information donnée doit avoir gagné le droit d'exister dans une conversation. La troisième étape consiste à t'entraîner à dire non sans justification excessive. Une phrase simple, sans excuse superflue. Non, ça ne me convient pas. Rien de plus. La quatrième étape consiste à accepter, consciemment, de déplaire à certaines personnes. Cette acceptation n'est pas de l'indifférence froide. C'est une libération. Le jour où l'opinion des autres cesse d'être une menace, elle cesse aussi d'être un levier. La cinquième étape consiste à observer les schémas plutôt que les intentions déclarées. Les mots d'une personne peuvent mentir. Ses comportements répétés, rarement. La sixième étape
consiste à cultiver l'imprévisibilité dans tes réactions, tout en gardant une stabilité totale dans tes valeurs. Ce paradoxe apparent est en réalité la marque des personnalités les plus solides, constantes dans ce qu'elles défendent, insaisissables dans la manière dont elles réagissent. Ce principe change tout, y compris dans un cadre professionnel. Un employé qui répond systématiquement de la même manière face à une surcharge de travail, en acceptant, encore et encore, par peur de décevoir, devient prévisible, donc exploitable. Celui qui, sans agressivité, alterne entre acceptation réfléchie et refus assumé, en fonction de ce qu'il juge réellement juste, cesse d'être une variable qu'on peut anticiper. Son supérieur hiérarchique ne sait plus, à l'avance, quelle sera sa réponse. Et cette incertitude, à elle seule, impose un respect que 1000 justifications n'auraient jamais obtenu. Marc Aurèle notait dans ses pensées personnelles que l'obstacle à l'action fait avancer l'action, que ce qui se dresse sur le chemin devient le chemin lui-même. Chaque tentative de manipulation que tu identifies, chaque signal que tu apprends à reconnaître, devient à son tour un entraînement. Ce n'est plus une menace, c'est un exercice. À force de répétition, ce qui demandait un effort conscient devient un réflexe. Et c'est précisément à ce moment-là que la transformation s'opère. Tu cesses d'être une cible facile à lire pour devenir une présence que l'on n'ose même plus tester. Imagine, dans 6 mois, cette même situation qui autrefois te faisait perdre pied. Une remarque déstabilisante, une pression sociale, une tentative de culpabilisation. Au lieu de la subir, tu la reconnais immédiatement, presque avant qu'elle ne soit complètement formulée. Tu marques une pause. Tu ne donnes ni justification, ni excuse. Tu observes, simplement, sans qu'aucune émotion visible ne traverse ton visage. Ce silence, autrefois inconfortable, devient ton arme la plus discrète et la plus redoutable. Ce n'est plus un effort, c'est devenu qui tu es. Sun Tzu écrivait que la plus haute forme de la guerre consiste à déjouer les plans de l'adversaire avant même qu'ils ne soient exécutés. Appliqué à la vie quotidienne, ce principe signifie une chose simple. Celui qui reconnaît un schéma de manipulation dès sa première tentative n'a plus jamais besoin de le combattre. Il l'a désamorcé avant qu'il ne prenne forme. C'est là toute la différence entre subir un système et le comprendre suffisamment pour ne plus jamais y entrer. Conclusion. Il existe une différence fondamentale entre la force et l'invulnérabilité psychologique. La force impressionne. L'invulnérabilité déstabilise. Un homme fort peut encore être manipulé s'il a besoin d'approbation, s'il craint le conflit, s'il ne supporte pas d'être détesté. Un homme lisible reste, quelle que soit sa force apparente, une cible. Le manipulateur ne craint pas les hommes forts. Il craint ceux qu'il ne peut pas lire. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux, abonne-toi. Chaque semaine, nous explorons les mécanismes invisibles qui séparent les hommes ordinaires de ceux que personne ne peut contrôler.